Et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Ose, le podcast qui te permettra d'oser entreprendre, oser vendre, oser communiquer, oser briller. Je suis Mélanie, multi-entrepreneur passionnée et multi-investisseuse dans l'immobilier et je suis la fondatrice du Mastermind Business Booster qui aide les jeunes entrepreneurs à créer et à développer une entreprise, un business rentable par la puissance du coaching individuel et du cerveau collectif. Je suis également la cofondatrice de la société Investir comme elle qui aide les femmes à se créer des revenus complémentaires grâce à l'investissement immobilier locatif rentable. Et je suis également la cofondatrice du réseau Soleil, qui est un club d'affaires et d'intelligence collective. Dans ce podcast, tu trouveras deux épisodes, des épisodes inspirationnels avec des interviews d'entrepreneurs et des épisodes solo où je te partage des tips concrets pour pouvoir démarrer ou développer ton business en partant de zéro. Pour la minute actu du jour, j'ai très très hâte parce que c'est la première fois que je tourne un podcast avec une interviewée et une personne qui est très importante pour moi parce qu'il s'agit de mon associé sur la société Investir comme elle. Donc j'ai préparé des petites questions, j'ai hâte de vous faire découvrir tout ça. Ça va être la surprise pour elle. Et ça va être le premier challenge pour moi, puisque c'est la première personne que j'interviewe. Donc, je vous dis à tout de suite, sans plus tarder, avec Coco. Et coucou Coco, bienvenue sur le podcast Ose. Salut Mémé, merci de m'avoir invitée. Je suis ravie puisque, donc, comme je te l'expliquais précédemment, tu es la première interviewée que j'ai le plaisir d'accueillir sur ce podcast. Et donc, évidemment, j'ai préparé quand même quelques petites questions pour toi. Mais tu me connais et on a la même manière de fonctionner, on aime bien l'authenticité. Donc on verra au fur et à mesure de l'interview comment ça se déploie et les questions supplémentaires viendront peut-être. Ok. Alors, avant de démarrer, ou plutôt pour démarrer, eh bien, j'ai une première question à te poser, puisque nous sommes dans le podcast Ose. Donc l'objectif, c'est évidemment d'oser et d'oser briller. Alors la question que je vais te poser, c'est Coco, dans quoi es-tu excellente? Ah, direct là. Dans le dur, direct. Allez. Euh, Ah, j'aime pas. Après, on retournera sur des questions un peu plus classiques, Très bien, t'inquiète très pas. bien. Dans quoi je suis excellente? Dans l'organisation, dans la structuration et la stratégie au niveau développement de société. Je suis excellente en orthographe. C'est vrai, tout à fait. Euh, Ah, c'est dur. C'est déjà C'est pas dur mal, parce qu'en fait, mon niveau d'exigence étant tellement haut, j'ai du mal à dire que je suis excellente. Je n'aime pas du tout cette phrase et tu le sais très bien, évidemment. hein. J'aime bien tout ce qui est, ouais, en fait, tableau Excel, outils, en fait, qui te permettent de vraiment simplifier les choses et avoir une vision globale en quelques clics, en quelques chiffres, j'allais dire. Euh, et voilà. Trop bien. Ok, alors, du coup, maintenant que tu m'as parlé de tes zones d'excellence, ou du moins ceux dans quoi tu es excellente, Et le sport aussi. Bon, je et suis le pas sport. excellente, mais j'adore le sport. Je suis pas Hmm. excellente, mais je suis quand même pas mauvaise, je pense. Pourquoi je te pose ces questions? C'est pour savoir si tes zones d'excellence ont un rapport avec ce que tu fais aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous expliquer quelles sont ta ou tes activités que tu as aujourd'hui? Alors, ça n'a pas toujours été le cas, effectivement. Je me suis retrouvée dans des jobs qui n'étaient pas du tout dans ma zone d'excellence, mais je m'en suis rendu compte bien plus tard. Mais oui, aujourd'hui, j'ai non, trois activités, on va dire. Euh, la première, donc, j'ai une entreprise qui s'appelle Eosis Consulting où j'accompagne les entrepreneurs sur toute la partie organisation, structuration et stratégie. Donc là, je suis vraiment dans ma zone de génie à aider les entrepreneurs qui sont en général sous l'eau, qui ont du mal à rester focus, qui ont du mal à se donner des priorités
je les aide vraiment à clarifier tout ça, en fait, et à aller dans la bonne direction pour développer leur business sereinement et retrouver aussi, ça c'est hyper important pour moi, un équilibre pro-perso. Parce qu'on peut facilement tendre vers le burn-out et du coup, voilà. Ensuite, donc, deuxième société, investir comme elle avec toi, ma chère mémé. Et là, effectivement, je me retrouve avec une associée qui est complètement différente et à l'opposé de moi, mais du coup extrêmement complémentaire. Et je m'occupe de toute la partie organisation, structuration aussi. Donc, comment dire, créer en fait tout le support, tout le, la structure, en fait, créer toute la structure de la société qui nous permet ensuite à toutes les deux de bien évoluer. Ça passe par des outils d'organisation comme Notion, ça passe par un serveur, ça passe par des process de délégation, ça passe par l'établissement d'un budget pour savoir si on peut ou pas se permettre tel ou tel investissement et pas naviguer à vue et avoir des soucis financiers à un moment ou à un autre. Voilà. Et j'ai dit 3 activités parce que j'ai aussi une activité d'investisseur immobilier. Euh, et où, globalement aussi, c'est moi qui m'occupe de toute la gestion de cette partie-là. Donc, je fais la recherche de locataires, rédaction des baux, état des lieux d'entrée, état des lieux de sortie, et puis toute la partie financière et toute la partie ensuite déclaration comptable, etc. Alors, avec un comptable, bien sûr, mais voilà, donc toute cette partie vraiment, ouais, gestion, c'est moi qui fais. Donc, ce que j'entends dans ce que tu es en train de me dire, c'est que tu as un profil très gestionnaire. Ouais. Euh, Forcément. Et alors, j'ai une question qui me vient là. Je me dis, OK, cette Corinne que tu es aujourd'hui, est-ce que elle a toujours été comme ça, de nature organisée, structurée, ou est-ce que c'est dû à, je sais pas, peut-être que tu étais une personne complètement désorganisée à la base, ou tu as dû te structurer. Enfin, c'est quoi? Qu'est-ce qui t'a fait venir à cette excellence, justement? Je suis née comme ça. Tu es née comme ça. Je Quelle suis née avec chance. un tableau Excel dans les mains. J'ai dit, maman, je veux faire ça. Non, non, je suis née comme ça. Enfin, j'ai toujours été ultra organisée, enfin, ultra carrée dans ma tête, ultra. Et c'est, en fait, c'est simple, ça me demande, mais aucun effort. Je te disais tout à l'heure, je suis excellente en orthographe. Ça me demande zéro effort. Et du coup, des fois, je me dis que tout le monde fait pareil, mais en fait, non, pas du tout. Les fautes d'orthographe, elles me sautent aux yeux. Voilà, quoi, tu vois. Et donc, du coup, ouais, naturellement, en fait, en gros, quand je manque de visibilité sur un truc, je me dis, OK, qu'est-ce que je peux mettre en place pour arriver à mieux visualiser, mieux planifier, mieux comprendre, mieux. Je cherche vraiment à avoir ouais, une vue, des outils pour avoir une vue synthétique de tout, pour avoir en fait un peu, tu sais, comme des indicateurs et puis dire, bah, tiens, ok, je peux bouger ça ou ça et avoir une vision globale. Et du coup, je pense que quand j'étais gosse, j'étais comme ça déjà, tu vois, dans la manière de... Alors, évidemment, je reste une enfant, donc je pense que ma chambre était un peu en bordel quand même, mais j'ai jamais été vraiment très, très bordélique. Ça n'a jamais été le cas. Je me Et souviens, genre, c'est en jamais, terminale, j'ai révisé... Quoi? c'est jamais tes parents qui t'ont demandé d'avoir cette rigueur, c'est quelque chose que tu as à l'intérieur de toi, quoi, en fait, hein. Non, je pense que mes parents m'ont jamais rien demandé. Enfin, après, mes parents me demandaient de ranger la chambre, comme tous les parents demandent à leurs enfants, tu vois, mais... Ouais. non, je me souviens juste que après j'ai mon organisation, donc qui m'est spécifique. Je repense, tu sais, quand j'étais en terminale et que je révisais le bac, autour de mon lit, j'avais des fiches. Donc j'étais par terre. Donc tu sais, les parents, ils n'aiment pas trop quand ça traîne par terre. Mais c'était mon organisation, tu vois. Donc c'était pas non plus, ma chambre n'a jamais été rangée au carré. Il y a souvent pas mal de choses. J'aime bien aussi avoir pas mal de choses, mais j'ai mon organisation. Mais je suis pas, j'étais pas, comment dire, mince, comment on appelle ça? Quand t'es à fond sur le Maniaque? ménage. Maniaque, je Maniaque. dis pas du tout maniaque. Non, 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 pas du tout. Par contre, je pense que je le suis devenue quand j'ai eu mon premier appart, Ouais. où là, tu te dis, bon, ok, il faut ranger. Je suis pas maniaque sur le ménage, ou enfin, si, je le suis un peu, mais mon chéri, il est plus que moi, donc voilà. Par contre, j'ai besoin que ce soit rangé, plus que propre, en fait, tu vois.
Et d'ailleurs, ce qui est assez faux aussi, c'est que je sais où est chaque chose. Et par contre, si tu me bouges les choses, ça va me hérisser. Si tu déplaces des trucs qui sont à moi, du coup, je suis un peu perdue. Donc, j'ai un peu comme si j'avais un lien avec tout, tu vois. Mmh. Alors, du coup, ça fait une très bonne transition. J'ai 2 questions qui me sont venues, mais là, la première, elle me paraît une très belle transition avec ce que tu viens de me dire. Quand tu bouges les choses, ça te hérisse le poil. Ouais. Est-ce que justement, le fait d'être méga organisée, très carrée, très structurante comme, personne, puisque c'est un trait de personnalité chez toi, hem, est-ce que ça est-ce que ça te dessert parfois ou est-ce que ça peut te desservir? Ah bah complètement. Je suis pas du tout flexible. Je suis dans la maîtrise et le contrôle de tout. Heu, alors plus ou moins. Après, bizarrement, je suis entourée de gens, qui sont à l'opposé de moi, donc ça me fait travailler sur ça aussi, donc c'est OK. Mais oui, forcément, si tu es quelqu'un de ultra organisé, ultra structuré, s'il y a un grain de sable, si quelqu'un d'extérieur vient foutre un grain de sable dans ton organisation, bah, tu pas, en fait. Donc j'aime pas trop le changement, j'aime pas la spontanéité et j'aime pas l'imprévu. J'ai beaucoup de mal, en fait, à réagir correctement à l'imprévu. Tu vois, il y a des gens qui sont très flexibles et qui savent rebondir facilement. Moi, ça me demande beaucoup plus d'efforts, par contre, Mmh. clairement. Oh, c'est super intéressant parce que je vois que tu as une bonne connaissance de toi-même aussi Mmh. et c'est ce qui permet, peut-être potentiellement, quand tu es dans un moment comme ça un peu complexe où tu as, quelqu'un de très spontané qui vient te mettre un petit peu de bordel dans ton organisation, comme peut-être moi par exemple, Au peut-être hasard. au hasard, justement de prendre le recul, alors même si c'est difficile, mais quand même de savoir prendre le recul puisque tu te connais, de te dire: «Attends, là, en fait, il se passe ça, est-ce que je peux améliorer ce que je ressens à l'intérieur pour que ça se passe mieux, quoi?» C'est surtout ça, en fait. C'est parce que c'est pas toujours évident de moi, je suis quelqu'un qui prend tout très à cœur. Bon, ça, c'est aussi une autre de mes particularités, mais il y a pas j'ai pas d'échelle de valeur. En fait, tout est grave et je ne supporte pas la phrase, «C'est pas grave». C'est un truc qui me hérisse. Ça fait genre que ce que je ressens n'est pas grave. Enfin bref et du coup, ouais, quand, il se passe un truc comme ça, genre, tu vois, tu as un rendez-vous, même perso, hein, «Tiens, on a prévu ça ce week-end» et puis au dernier moment, changement. Et ben là, intérieurement, ça il y a la première émotion qui est j'aime pas, enfin voilà et après, bah, il faut en fait que le cerveau il prenne le dessus pour dire, heu, alors OK, c'est pas grave, j'y arrive pas encore, mais dire, OK, c'est OK. OK, ça te fait pas plaisir, c'est désagréable. OK, accueille déjà cette première émotion parce que, bah, tu es comme ça, voilà et ensuite, comment est-ce que je peux réagir le mieux possible dans la limite de mes capacités pour, bah, pas faire la gueule, pour pas, m'énerver, pour, pas en vouloir à la terre entière parce qu'il y a tel truc qui a changé alors qu'au final, c'est pas si important que ça. Ça, c'est très dur pour moi, ouais. Mmh. Super intéressant. Hem, j'ai envie de revenir, sur ton parcours parce que tu me dis que tu as une société dans laquelle, qui visiblement représente totalement ta zone d'excellence, finalement, puisque tu accompagnes les entrepreneurs à se structurer, à s'organiser. Est-ce que tu as toujours été dans cette thématique ou est-ce que tu as fait autre chose avant? Évidemment, la question est complètement orientée puisque je connais ton parcours par cœur. Mais est-ce que tu peux nous expliquer par ailleurs ce que tu as pu faire précédemment? Alors, dans ma boîte ou avant ma boîte? Avant cette société? Avant cette société? OK. Donc, j'ai fait des études, j'ai fait une école d'ingénieur en génie des systèmes urbains, donc tout ce qui était urbanisme, environnement, architecture et génie civil. Ensuite, j'ai fait un premier job où j'étais urbaniste, donc je faisais des PLU, des cartes communales, pour les communes, en gros. Donc c'est les documents, en fait, qui régissent, l'urbanisme des villes, donc savoir où est-ce que tu peux construire et pas construire, en très gros schématisant. Et ensuite, je suis passée dans une boîte qui faisait du pilotage de projets immobiliers. Donc tout ce qui était maîtrise d'œuvre, assistance maîtrise d'ouvrage, contractant général, donc des métiers toujours assez, techniques, donc qui m'allaient très bien. Donc là, j'étais chef de projet pendant quelques mois et ensuite j'ai été propulsée, directrice d'agence. J'avais 27 ans et j'étais ravie, j'étais flippée, mais j'étais ravie. À ce moment-là, j'avais vraiment une volonté de monter, ça va te parler, je pense ça. Vouloir absolument, faire
mes preuves sur l'échelle sociale et donc prendre du galon et prendre du salaire, bien sûr, ce qui m'intéressait énormément à l'époque. Et sauf que dans ce poste de directrice d'agence, il y a une partie effectivement pilotage de l'agence, gestion de l'agence. Donc ça, je me suis éclatée. J'ai mis en place l'arborescence complète du serveur. J'ai mis en place tous les plannings de suivi des équipes, etc. Et voilà, on m'appelait organisateur 3.0 à l'époque. Enfin, le PDG de la boîte m'appelait comme ça. Donc voilà, donc ça m'éclatait. Et quelques années après, quand je suis partie, je suis revenue un peu après en presta et le directeur qui m'a remplacée me dit: «On voit encore ta patte un petit peu de partout, tu vois, au niveau de l'organisation». Donc ça m'éclatait, la partie organisation, structuration de la boîte, partie gestion, suivi du centre de profit. La partie management aussi, donc j'avais une équipe d'une dizaine de personnes, donc ça, j'aimais bien, même s'il fallait que j'arrive à avoir des moments où je puisse quand même être seule, voire avancer sur l'agence et des parties management, donc ça, c'était un peu plus challengeant pour moi. Et par contre, il y avait toute la partie développement commercial. Et là, en fait, j'ai fait ça pendant plus de 10 ans dans 2 agences, 2 fois 5 ans et en fait, j'aimais pas. OK. Non, c'est même pas j'aimais pas, je détestais. En gros, il fallait alors c'était à l'ancienne en plus, tu avais, un comment on appelle ça? Mince, quelqu'un qui prend des calls, Un un commercial? non, c'est un autre nom, mais je sais plus, enfin qui prend des Un calls pour toi. OK. C'est un nom, enfin, je sais plus et en gros après, bah, prospection donc froide, dans le dur. Tiens, tu as un call, tu as un nom de client, le mec il a même pas forcément de projet. Toi, tu prends ta bagnole, je faisais, 40 000 bornes par an à l'époque et du coup, ben, tu vas voir le client, tu dis enfin le client, le prospect et: «Bonjour, machin» et tu présentes ta société et en fait, je détestais faire ça. En bonne technique, je balançais tout mon contenu. J'étais pas du tout à l'écoute de l'autre parce que c'est pas dans mes appétences et voilà et j'étais pas bonne. J'ai réussi à développer les agences quand même, tu vois? Mais c'est un truc qui me coûtait beaucoup en énergie, où je me sentais pas bonne, où je me forçais à le faire et j'y arrivais malgré tout, mais c'était vraiment le truc qui m'éclatait pas et du coup, je me disais: «Ah, je suis pas une bonne directrice d'agence parce que je suis pas bonne en développement» et cetera et voilà. Jusqu'au jour où, bien des années plus tard, je me suis retrouvée dans un mastermind business, avec toi. On m'a expliqué le principe des visionnaires et des intégrateurs et j'ai fait: «Ah ouais, OK, d'accord, en fait, donc je suis pas du tout visionnaire, j'étais pas du tout à ma place dans le développement commercial et je suis plus intégrateur, donc fonction support, fonction organisation» et là, je me dis: «Bah oui, c'est normal que j'avais mis en place tout ça», parce que ça, c'était vraiment un truc on me l'avait jamais demandé de faire ça. Mais ça me Mmh. paraissait tellement logique qu'une agence, elle pouvait pas fonctionner sans ça, tu vois? Je reviens juste là sur une notion importante que, bon, je pense que tu es passée vite parce qu'on est toutes les 2, mais ça peut être intéressant pour les auditeurs, que tu puisses expliquer qu'est-ce que c'est qu'un intégrateur et un visionnaire justement, puisque Ouais. Alors c'est j'ai découvert cette notion il y a, je sais pas, quatre ans, je crois. ouais. On a rejoint un incubateur de société pour justement, ben, se faire, coacher pour apprendre à développer notre boîte, toi et moi et du coup, je pense une des premières réunions, on faisait, des exercices sur la vision, sur comment on voyait la société, sur les idées, tout ça et c'était horrible pour moi et j'avais l'impression d'avoir zéro idée. Je voyais tous les gens autour de moi qui étaient là, qui écrivaient, qui avaient plein d'idées et tout machin et je disais: «Oh là là, putain» et ça me coûtait vraiment en énergie et puis, très rapidement, ils nous ont expliqué le duo, visionnaire et intégrateur et donc en gros, il y a, si tu schématises, 2 grands profils d'entrepreneurs. Tu as les gens qui sont visionnaires, qui du coup ont une vision forcément de, vers où ils veulent aller, quelle est l'entreprise qu'ils veulent, qui ont des idées de développement, qui ont beaucoup d'idées, qui sont beaucoup sur le why, comme diraient certains, donc le pourquoi. Par contre, le comment, ils s'en foutent en fait. Enfin, pareil, je fais des gros schémas, hein, mais voilà, c'est ça. Et de l'autre côté, tu as les intégrateurs qui sont plutôt effectivement, sur la partie organisation, structuration, stratégie, qui vont être, forts de propositions pour mettre en place les outils pour développer, pour aussi faire le tri dans les idées du visionnaire,
pour l'aider à être focus, pour l'aider à faire un plan d'action et à prioriser en fait les actions. Parce que en gros, il y a plein d'idées, c'est OK, on peut toutes les faire, mais pas en même temps. Donc dire par quoi est-ce qu'on commence, quelle énergie on met dessus, combien de temps ça prend, quel budget ça prend, et cetera. Donc voilà, donc toute la partie vraiment plutôt, ouais, structure. Et en gros, souvent, très souvent, dans les entreprises, tu as un visionnaire et un intégrateur. Et le visionnaire va être plus mis en avant, plus brillé, un profil plus communicant, plus euh, qui aime le relationnel avec les gens, et donc du coup plus commercial aussi, une appétence commerciale. Et l'intégrateur va plutôt être plutôt en arrière, plutôt en back, ouais, Backup. en support. Comment? En backup? En backup, voilà. Mais par contre, qui est indispensable pour que la boîte ne parte pas dans tous les sens, et qu'elle puisse vraiment, grossir sereinement, quoi. Hmm. Super intéressant, merci pour cette explication. Donc, les auditeurs qui nous écoutent pourront se reconnaître plutôt dans un rôle ou dans l'autre. Et nous, aujourd'hui, petite transition, ou du moins petite parenthèse. Donc, Coco est le profil intégrateur et je suis le profil visionnaire sur la société Investir comme elle. Et ça fonctionne très bien. Ouais, mais Ça oui. fonctionne super bien. Euh, alors, je reviens sur toi, puisque c'est quand même l'objet de ce podcast. Donc, tu me dis que tu as une société dans laquelle tu accompagnes les entrepreneurs à se structurer, s'organiser. Euh, Ma question, c'est aujourd'hui, comment toi, dans ton développement, tu te fais connaître, puisque tu viens de nous expliquer que ta partie, du moins que tu aimes le moins, c'est le développement, c'est te montrer, c'est discuter avec les gens. Alors moi, j'aimerais savoir comment une personne comme toi fait pour développer, te faire connaître et peut-être vendre aussi. Euh, Ding dong! Et bim! On rentre en séance de coaching, là, ou quoi? Non, non, c'est pas une séance de coaching. Non, non. Je plaisante, je plaisante. Eh ben, c'est très dur, c'est très désagréable et c'est pas la partie que je préfère. Euh, En gros, eh ben, mes tout premiers clients, ça a été finalement des gens de mon entourage, des gens de mon mastermind et aussi des gens à qui mon entourage a parlé pour moi. Des recommandations, du coup? Des recommandations, le bouche à oreille, ça, c'est ce qu'il y a de mieux, effectivement, mais ça a ses limites parce qu'une fois que tu as fait ton cercle privé et le deuxième et le troisième cercle, il y a un moment où, voilà, effectivement, il faut se montrer. J'ai un coach PNL depuis, ça fait quoi, 2 ans, je crois, qui justement, alors au départ, c'était pas sur ce sujet-là, mais maintenant, on est vraiment focus sur la partie business et qui m'encourage aussi à vraiment me montrer. Donc, j'ai pris une community manager aussi pour développer mon Instagram parce que c'est pareil, c'était un truc que je faisais pas, c'est pas mon truc non plus. Donc, le réseau, le bouche à oreille et ensuite, il faudrait que je développe vraiment la partie Instagram pour que les gens sachent ce que je fais. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui savent pas du tout ce que je fais et qui, du coup, risquent pas de me demander de les aider si, du coup, je ne développe pas. Hmm. Voilà. Mais c'est vrai que c'est une partie. Ce qui est assez rigolo, c'est que souvent, quand j'ai la personne au téléphone, après, une fois que la personne, elle capte mon énergie et qu'elle capte ce que je peux lui apporter, ben, c'est assez facile derrière de commencer une collaboration ensemble. Mais le plus dur est de me faire connaître. Ouais. Hmm. Je te pose cette question parce que évidemment, t'es pas la seule dans ce cas. Il y a plein de personnes qui ont pas un profil développeur, je dirais, commercial. Et je trouve ça intéressant d'avoir comment dire, l'autre côté du prisme, c'est-à-dire ton côté, ta vision de te dire, OK, comment je fais pour développer mon business alors que c'est pas ma zone de génie d'aller parler aux gens. Et Ouais, ce que j'entends, enfin en tout cas ce que je retiens de ce que tu viens de me dire, c'est que le réseau pour toi, ce serait le pilier numéro un pour développer ta société, quoi. c'est ça. Et d'ailleurs, je peux faire un parallèle, une anecdote, c'est que donc, après mes années de salariat, quand j'ai monté ma première boîte n'était pas dans l'organisation et la structuration. Ma première boîte, c'était une société de maîtrise d'œuvre et d'assistance à maîtrise d'ouvrage et de contract en général. Donc, j'ai fait la même chose que ce que je faisais salarié. J'ai monté ma boîte. Et là, j'ai dit, OK, comment est-ce que je vais trouver des clients? Et là, j'ai dit, ah, je déteste me vendre. Alors qu'on te dira qu'il ne faut pas te vendre. Mais, et très rapidement, je me suis dit, en fait, j'y arriverai pas. Faut être réaliste, clairement, j'ai pas les moyens que j'avais quand j'étais salariée, tout machin, avec une équipe commerciale, voilà. Et en gros, j'ai trouvé le
Alors, je ne sais pas si je veux dire j'ai trouvé la solution ou j'ai trouvé le moyen de contourner le problème. Mais du coup, j'ai recontacté mes anciens confrères parce que là, je les connaissais. Donc, une fois que je connais quelqu'un, c'est plus facile. Le dur, vraiment, c'est d'aller voir une personne que tu connais pas. Ça me demande une énergie et c'est vraiment contre nature. Donc, je suis allée voir tous mes anciens confrères et je dis, bah voilà, ils me connaissaient tous. Parce que sur le marché lyonnais, on était 5 boîtes, on va dire, principales à faire ça. Et je leur ai dit, bah voilà, maintenant, je suis à mon compte. Et en fait, je sais très bien que les confrères ont tous ce qu'on appelle des charrettes, donc des moments où tu as une surcharge de travail. Dans ce métier, on en est tout le temps. Et du coup, j'ai dit, bah voilà, moi, je sais faire, vous connaissez mon expérience. Et en fait, j'ai commencé à bosser en sous-traitance de ces boîtes. Et j'ai bossé avec quasiment tous les faiseurs, les gros faiseurs sur Lyon. C'était hyper intéressant parce qu'en plus, ça me permettait d'apprendre les techniques un petit peu de chaque, au lieu de travailler que sur une seule société. J'ai travaillé pour mon ancienne boîte aussi, où j'étais salariée avant, et d'autres boîtes confrères. Voilà. Et donc, j'ai contourné quelque part le problème de j'arrive pas à trouver des clients en me disant eux, ils trouvent les clients et moi, je bosse avec eux. Ok. Après, tu te dis que tu as contourné le problème, c'est plutôt intelligent comme méthode de se C'est dire, intelligent, mais j'ai choisi entre guillemets la facilité. On me l'avait déjà dit en disant ouais, mais en fait, en gros, tu n'es jamais allé chercher un vrai client. Je suis allée en chercher, j'en ai peut-être eu un ou deux, mais c'était trop dur pour moi. hmm, ok, merci pour ce point. J'aimerais rentrer un petit peu plus dans le détail donc, de ta structure aujourd'hui. Je reste sur Eosis parce que les autres, je les connais bien. J'avais pas envie de parler de Comel aujourd'hui. Euh, donc, tu fais de l'accompagnement pour quel type d'entrepreneur? C'est quoi ta cible en fait aujourd'hui Ouais. dans ton job? Euh, Ma cible, mon avatar, comme on dit, en général, c'est un ou une entrepreneur qui a déjà un business en fait, qui sait ce qu'elle veut faire, la personne, euh, qui sait faire du chiffre. Et qui, en fait, à un moment, se retrouve débordé, se retrouve sous l'eau, entre guillemets, victime de son succès. Parce que, voilà, la vente n'est pas un problème en général pour mon client cible, pour mon avatar. Par contre, c'est une personne qui dit, bah voilà, j'ai monté ma boîte, j'ai grossi, et là, j'arrive à un stade, en fait, où j'en peux plus. Je suis en train de, soit mon équilibre pro-perso est en train de vraiment en pâtir, ou même à la limite du burn-out. Je suis en train de recruter. Me rends compte que souvent, c'est une personne qui est toute seule ou qui est déjà une petite équipe, mais qui dit, mais en fait, moi, là, j'en peux plus, je sais pas comment déléguer. Ou alors, j'ai commencé à déléguer, mais ça se passe mal. Parce qu'elle n'a pas mis en place de process. Elle n'a pas mis en place des moyens de transmission qui sont vraiment efficaces au niveau des informations. Et du coup, en fait, c'est voilà, une personne qui est en croissance et qui à un moment est, dire, qui ira à la gueule, en fait, et qui dit OK, il me faut de l'aide extérieure parce que là, en fait, j'y arrive plus seule. Je ne sais pas comment faire. Et je me rends compte que je ne suis pas organisée, que j'ai besoin de me structurer, que j'ai besoin de prioriser, d'avoir un plan d'action parce qu'en fait, j'ai une vision, mais je ne sais pas comment l'atteindre. Et voilà. Ok. Donc effectivement, des entrepreneurs qui sont sous l'eau. Et je pense qu'en fait, dans ton développement, dans ta phase de développement, j'ai l'impression que on passe toujours par ce moment charnière où tu te dis, OK, Oui. j'ai développé tout ce que je pouvais faire seule. Et à un moment, c'est soit je décide de rester seule et je refuse des clients, soit je passe au step supérieur. Du coup, je vais profiter de ton expertise. Alors, je veux pas te demander comment tu fais tes coachings, hein, mais juste, je vais te poser une question. Si tu pouvais nous donner peut-être un game changer qui, peut-être qui va parler aux personnes qui en sont à ce point-là, qui écouteront peut-être le podcast et qui se disent, OK, moi, en fait, je me sens dans cette situation. C'est quoi le game changer, en fait? Alors, un des game changers, je dirais, ça va être de lister en fait toutes les tâches que tu fais au quotidien. Et ensuite, alors tu fais un tableau Excel? Non, tu prends une feuille blanche. Si tu veux pas faire un tableau Excel. Un tableau Excel, c'est mieux, tu peux trier après. Mais bon, tu prends une feuille, n'importe, on s'en fout, un support. Parce que j'avais fait ça avec une personne qui était coach sport, nutrition, bien-être. Et je lui avais dit, est-ce que tu peux me lister tout ce que tu fais? Elle avait déjà une équipe de 2-3 personnes, mais pareil, satellisée.
Et dans ce que tu as listé, tu vas dire qu'est-ce que tu aimes faire, qu'est-ce que tu n'aimes pas faire, d'accord? Et qu'est-ce qui est délégable et qu'est-ce qui n'est pas délégable, selon toi. Après, c'est vrai, c'est pas vrai, mais voilà. Et en fait, bah, nous, on a déjà fait l'exercice plusieurs fois, hein, et en fait, tu te rends compte qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont délégables, finalement. Que ton cœur de métier, ta zone de génie, c'est éventuellement ce qui n'est pas délégable, mais honnêtement, en fait, quasiment tout est délégable dans la vie. Donc, ce qui n'est pas délégable, et surtout, c'est ce que tu aimes faire. Et ensuite, tout le reste, eh ben, c'est de dire, OK, qui c'est que je peux mettre en face pour faire cette tâche à ma place? Donc, est-ce qu'il faut que je recrute une personne en salarié? Mais bon, là, on est vraiment sur des choses lourdes. Est-ce que je peux trouver plutôt un prestataire pour quelques heures par semaine ou par mois qui va me décharger de cette tâche qui ne m'intéresse pas et où il n'y a pas de valeur ajoutée à ce que je le fasse? Et après, il y a la dimension financière, c'est de dire, OK, combien ça me coûte? Et est-ce que moi, j'ai le budget en face pour payer cette personne, quoi, tu vois. Et du coup, je dirais que ce game changer, c'est un double parce que je viens sur la notion de budget. Et pour moi, la notion de budget, elle est indispensable. Et il y a des entrepreneurs que j'accompagne qui n'ont pas de budget, qui n'ont aucune idée de budget et qui, en fait, j'allais dire même, ça ne les intéresse pas. En fait, tout ce qui est la partie financière, ça leur hérisse le poil. Sauf que quand tu es tout seul, bon, ça peut passer. Mais à un moment, quand tu as une équipe, il faut avoir au moins un minimum de visibilité pour savoir si tu peux payer l'ensemble des prestations ou pas. Et comment arbitrer en disant, je priorise ça ou ça. Mm. C'est vrai que quand tu expliques la première partie, tu te dis, OK, je liste les tâches, Ouais. tu prends une feuille, tu dis, est-ce que c'est délégable, pas délégable? Ça semble facile. Je dis bien ça semble facile parce que là, je fais une parenthèse sur Comel, nous qui avons fait le travail plusieurs fois. Et d'ailleurs, petite fleur au passage, je pense que si tu n'étais pas là, on n'en serait pas là aujourd'hui puisque je suis dans l'incapacité de faire tous ces trucs financiers que tu fais parce que ça m'intéresse pas exactement comme tu viens de dire. Euh, donc, c'est vrai que je suis d'accord avec toi, ça a été un game changer quand on s'est dit, bon, ça, on peut le déléguer, ça, on peut le déléguer, ça, j'adore, je garde. Et ça, je déteste, je délègue. Mais en fait, ça demande une vraie compétence de, pas de prendre une feuille et de marquer ce que tu fais, ça c'est OK, mais plutôt de dire, OK, ça, combien ça coûte? Est-ce que je peux le déléguer? Parce que souvent, on a l'impression qu'on est, je sais pas, on est le centre du monde, qu'il y a que nous qui pouvons faire les choses, tu vois, alors que ça c'est faux. Donc déjà, il faut se détacher de ça. Et en plus de ça, l'aspect financier qui est une vraie difficulté, je pense, pour pas mal d'entrepreneurs, de prendre de la hauteur et de te dire, OK, est-ce que je suis en mesure de payer cette personne et sur combien de temps? Et ça, c'est un vrai job. Et ça, je pense que c'est quelque chose que toi, tu fais très facilement et qui, pour le coup, est plutôt difficile, je trouve. Ah ouais? Ouais, Ah je ouais. c'est difficile. Tu vois, enfin, moi je trouve ça facile de dire, ok, bon, tu dois rentrer X personnes, ça te fait X euros de chiffre d'affaires. Voilà, comme un commercial, tu sais que tu dois faire tant de chiffre d'affaires, ta carotte, ça c'est facile à voir. Par contre, après, de gérer en interne les ressources et de savoir combien tu peux les payer sur combien de temps, en fait, ça demande, enfin, je trouve, une réflexion qui est beaucoup plus intense, en tout cas pour moi, tu vois. Et je suis super cool. Je suis super cool. Je suis super contente de t'avoir à mes côtés pour pouvoir bosser là-dessus, quoi. C'est marrant que tu dis ça parce que c'est vrai que moi, je me rends pas compte que c'est difficile. Moi, je trouve ça fun, en fait. C'est une espèce de gymnastique, un peu comme si tu disais, tu vois, tu as plein de curseurs. Et en fait, tu dis, OK, alors il faut que je paye ça, ça, ça ce mois-ci. Enfin, ce mois-ci. Si tu raisonnes au mois, c'est pas bon signe, hein. C'est plutôt à l'année. Mais dire, OK, si je fais ce budget-là sur une année de tel prestataire, je sais pas, une community manager, un monteur vidéo, voilà. Et tu mets tout bout à bout et tu dis, OK, en fait, là, ça passe pas. Donc, peut-être que je peux commencer par embaucher cette personne les premiers mois. Ce deuxième recrutement, je le mettrai après. Et puis, je vais tester. Et puis aussi dire, si jamais à un moment, je rentre moins de chiffres, comment est-ce que je réduis la voilure, tu vois? En fait, c'est quoi mes boutons d'action? Comment est-ce que je peux... c'est du pilotage, hein, c'est du pilotage de centre de profit. Et dire comment est-ce que je peux faire plus ou faire moins pour qu'on reste bien sûr dans un équilibre financier qui est nécessaire parce que il faut être toujours au-dessus de zéro à la banque. Ouais, Ça c'est c'est ça. pareil, hein. Être toujours au-dessus de zéro à la banque, ça me paraît évident, mais ça l'est pas pour tout le monde. Mm.
Je pense que dans ton expertise, effectivement, tu as vraiment l'aspect, pilotage et Mmh, KPIs, mmh. qui est ta zone de génie aussi. Tu disais, il faut savoir tu as dit quoi? Quelle ficelle ou je sais plus comment tu l'as dit en expression? Curseur. Quel curseur, voilà, les curseurs. Mais en fait, avant de savoir quel curseur, faut les avoir les curseurs et c'est Alors, ouais, les ça le définir. problème. Il faut les définir et c'est vrai que moi, je me rends compte à chaque, alors là, maintenant, j'accompagne les entrepreneurs, c'est-à-dire que je leur dis quoi faire. Mais il y a un moment, j'ai été intégrateur pour plusieurs entrepreneurs. Donc du coup, j'ai mis la main à la pâte et du coup, c'était hyper intéressant parce qu'en fait, je construisais des tableaux, sur mesure en fonction du business de la personne et en fonction des besoins des indicateurs, si tu veux et ça me demande zéro effort, en fait. Mmh. Ça, je comprends le business, je me dis: «OK, comment rendre ton argent? C'est ça, ça, ça», donc je fais je et mon Excel, pour moi, tu vois, j'ai aucun tableau Excel qui se ressemble, en fait. C'est vraiment fait, adapté à la personne, donc je pars d'un Excel vierge et d'ailleurs, tu vois, c'est marrant parce que quand on me demande de rédiger un truc, je déteste partir d'une page blanche. Par contre, quand il s'agit de créer un Excel, bah, ça me pose aucun problème de partir d'une page blanche et de dire: «OK, ben, je vais commencer par mettre ça, 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 d'un côté, hop et les autres indicateurs dans l'autre sens et comment je peux faire ça? Qu'est-ce qui est important pour cette boîte-là?» tu vois? Et il y a aucun tableau qui se ressemble, c'est impossible. Ouais. Bon, merci pour ce point, on va dire technique. On est rentré dans le cœur du sujet de Et ton bim! entreprise. C'était super intéressant. J'ai encore, je pense 2 questions, qui peuvent aussi intéresser, les auditeurs. La première question qui est beaucoup plus large, donc là, on va prendre un peu de hauteur, on va carrément partir dans les nuages, voire dans la galaxie. Heu, pourquoi tu entreprends aujourd'hui? Yes, très bonne question. Très, très bonne question. Hem, aujourd'hui, en fait, je suis arrivée à l'entrepreneuriat un peu par hasard. J'aime bien raconter cette histoire quand même parce que mes 2 parents étaient fonctionnaires. Enfin, oui, ils sont à la retraite, ils sont encore vivants, mais heu, du coup, sécurité de l'emploi, le même job toute leur vie et tout, donc j'ai pas d'entrepreneur dans ma famille, ni, ben, mon frère est salarié, voilà et je n j'étais pas prédestinée à l'entrepreneuriat, je savais même pas ce que c'était, en fait. Et en gros, quand j'étais directrice d'agence, ben, plusieurs fois, on m'a dit: «Ouais, tu devrais te mettre à ton compte. Qu'est-ce que tu te fais chier à bosser avec quelqu'un?» Et en gros, ben, tu as un salaire, mais en gros, le gros du chiffre, il va quand même, à la boîte. Mais flippée complète de me dire, «Non, non, mais pas le même salaire tous les mois», puis pas de modèle autour de moi et je pense que je me serais jamais mis à l'entrepreneuriat. Ça me faisait trop peur et c'était trop abstrait pour moi et puis vraiment le côté, sécurité financière d'avoir le même salaire tous les mois. Vraiment, c'était hyper important pour moi et en fait, ce qui m'a aidée quelque part, le bon petit coup de pied au cul, qu'on n'aime pas sur le coup, mais qu'on aime bien après coup, c'est que je me suis fait licencier, en 2016, ouais, début 2016 et à ce moment-là, c'était: «OK, ben, est-ce que je recommence encore une énième fois le salariat ou est-ce que, bah, j'en ai marre en fait et je me lance?» Et ça a été un tremplin. Alors c'était très, très dur, hein, parce qu'effectivement, la peur de puis je te parle de 2016, il y avait pas de formation sur internet sur comment te lancer l'entrepreneuriat, il y avait personne autour de moi, donc voilà. Mais, je sais pas, à un moment, tu sais, il y a une petite voix qui te dit, «Ben, teste, essaye» et j'étais tellement en colère contre le salariat que finalement, bah, ça m'a aidée à me lancer dans l'entrepreneuriat. Donc pourquoi je suis entrepreneur? Bah, au départ, parce que je me suis fait licencier et que, maintenant je te dirais: «C'est normal, j'étais pas faite pour être salariée». Rétrospectivement, en fait, en gros, j'ai eu toujours des soucis avec la hiérarchie, j'avais du mal avec des décisions qui étaient complètement débiles des fois, qui étaient politiquement correctes, mais totalement à l'encontre de mon équipe, par exemple, tu vois? Donc ça, c'est le pourquoi je m'y suis mis et pourquoi j'y reste et pourquoi jamais, je dis jamais, il faudrait qu'il y ait une bombe atomique pour que je retourne dans le salariat, mais vraiment, c'est parce que ça répond à mes valeurs profondes, ça répond à mes besoins et notamment un besoin de liberté.
J'ai besoin de pouvoir m'organiser comme je veux. Je suis quelqu'un de très autonome, donc j'ai pas besoin qu'on me dise quoi faire. Il y a des gens qui sont pas faits pour l'entrepreneuriat parce qu'ils ont besoin qu'on leur dise quoi faire et c'est OK. Mais en fait, moi, je me rends compte que si tu me dis quoi faire et que c'est cohérent, c'est OK. Par contre, si tu me dis de faire des trucs qui sont débiles, je vais être rebelle, en fait. Je vais être rebelle et un salarié rebelle, ça marche pas très bien. Donc du coup, voilà, j'avais besoin de cette liberté, liberté d'action, liberté de pouvoir aussi gérer mon emploi du temps comme je veux. C'est-à-dire que moi, quand je manageais mon équipe, tant que le boulot était fait, il était fait, je m'en foutais. Il y en a qui étaient du matin, il y en a qui étaient du soir et c'était OK. Sauf que quand tu as des managers qui sont débiles et qui te demandent de faire du présentéisme, là, tu vois, ça touche à ma liberté et là, ça fait... Et je peux avoir des réactions, moi aussi, débiles, par ailleurs. Donc voilà, donc aujourd'hui, ben, maintenant je vis à Montréal, donc j'ai la liberté d'agenda, mais j'ai aussi la liberté géographique, liberté de penser, j'allais dire. Ensuite, bien sûr, ça te demande une certaine discipline, ça te demande de prendre tes responsabilités quelque part. Tu es la seule responsable. Si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, ben, c'est voilà. Et puis aussi, un des trucs qui est vachement bien dans l'entrepreneuriat, c'est que tu peux faire plusieurs trucs en même temps. Mmh. Et ça, c'est génial. Quand tu es salarié, tu as un job. Puis voilà, après, tu as peut-être plusieurs fonctions dans ton job ou voilà, mais la possibilité d'avoir plusieurs sociétés, d'avoir plusieurs activités, de pouvoir avoir des boîtes où on est seul, des boîtes où on est ben, associé, comme avec toi, ou même l'immobilier, où il y a certains trucs où je suis toute seule, d'autres où j'investis avec mon chéri. Tu as le champ des possibles. Donc, ça aussi, c'est vraiment top. Et puis, je trouve que c'est aussi ben, gratifiant et valorisant de faire des choses par soi-même, quelque part. Et Mmh. de prendre conscience qu'en fait, tu es capable. Trop bien. Donc ça donne confiance en soi. Ouais, ouais, ça donne confiance en soi. Je dis pas que c'est évident. Je dis pas que c'est évident tous les jours, hein. La vie de l'entrepreneur, on sait que c'est les montagnes russes. Mais ça, selon moi, ça en vaut tellement le coup par rapport au salariat que, enfin, ouais, pour rien au monde, je reviendrai en arrière. OK, super intéressant. Je vais juste rebondir sur un truc que tu as dit Ouais, et après promis, ce sera la dernière question. Heu, tu 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 parlais aussi de l'aspect financier, tu es passé très rapidement là-dessus et moi je pense qu'il y a peut-être des personnes qui ont envie d'entreprendre, mais qui ont peur justement par rapport à l'aspect financier et toi, ce qu'il y a de bien dans ton profil, c'est que tu fais partie des personnes qui ont eu un gros job. Tu parles souvent de ton ancien job, directrice d'agence. Directrice d'agence, quand j'entends ça, j'entends cadre supérieur, j'entends, je sais pas, 3, 4, 5 000 € par mois. En tout cas, c'est ce que j'ai dans ma tête quand tu me dis directrice d'agence. Hem, Comment on fait pour passer d'une directrice d'agence à, l'entrepreneuriat? Est-ce qu'il y a, justement une notion d'argent qui rentre dans la décision? Enfin, comment ça s'est passé pour toi cette transition? ouais. Alors, vu que j'ai subi la décision, j'ai pas eu trop le choix. Ouais. Et du coup, tu t'adaptes, donc ça, c'est OK. Moi, je gagnais, mon dernier job avant d'être virée, je gagnais 4 500 € par mois, plus après des primes, en fonction du résultat de l'agence et cetera. Donc je gagnais bien ma vie. Heu, En même temps, je me rends compte que finalement, j'avais pas besoin de tout cet argent. C'était OK. plus, ça répond à ce que je disais tout à l'heure, à une volonté d'échelle sociale, de monter et cetera et voilà, mais j'étais en location, non, j'étais pas en location. J'avais acheté mon appart. J'avais acheté ma RP, je vivais seule, j'avais un gros crédit, mais il en restait vraiment largement tous les mois, quoi, tu vois? Donc ça me permettait de mettre de l'argent de côté. Ça, c'était OK. Mais, à un moment, tu te dis: «Ouais, mais toujours plus, pourquoi, en fait?» Enfin, il y avait pas vraiment de raison, quoi. Et du coup, ben, du jour au lendemain, tu te retrouves au chômage. Donc clairement, j'avais un chômage méga, méga, méga confortable puisque j'avais, je crois, 3 000 € de chômage, ce qui est, un salaire pour beaucoup de gens, tu vois? Donc je vraiment là-dessus, j'ai rien à me plaindre et je me suis dit: «OK, j'ai le chômage pendant 2 ans, donc ça me laisse une sécurité financière», parce que moi, je suis vraiment une flippette au niveau argent. Je me dis: «OK, pendant 2 ans, j'ai ça qui tombe tous les mois et donc du coup, je vais, démarrer ma boîte, faire crasher ma boîte un maximum pour faire un maximum de trésorerie pour qu'ensuite, au bout de 2 ans, quand j'ai plus le chômage,
et ben, je commence à me payer et du coup, j'ai constitué mon matelas. Donc ça, pour moi, c'est le scénario idéal. J'ai fait 140 000 € de chiffre d'affaires la première année. Moins l'IS, bien sûr, parce que comme tu ne te payes pas et que tu as très peu de charges, après, j'avais des frais kilométriques, mais bon, globalement, tu payes une partie à l'IS, l'impôt sur les sociétés. Mais du coup, au bout de 2 ans, ben, j'ai ma trésor. Et ma trésor que j'ai constituée, je tape encore, par exemple, quand j'ai eu le Covid, quand il y a eu le Covid, ben, plus de chantier à cette époque. Donc là, j'ai tapé dans ma trésor, etc. Donc ça te permet de vraiment d'anticiper. Maintenant, tout le monde n'est pas dans ce cas-là. Il y a peut-être des gens qui sont salariés aujourd'hui et qui ben, ne peuvent pas négocier, enfin, soit ne peuvent pas se faire licencier, bon, après, je ne le souhaite pas, mais ne peuvent pas demander de rupture conventionnelle, par exemple, et du coup, n'ont pas ce matelas au niveau du chômage. Dans ce cas-là, moi, me connaissant, j'aurais jamais pu démissionner et monter ma boîte en n'ayant rien. Tu vois, j'aurais été trop flippée en me disant non, mais pendant 6 mois, même si, imaginons, j'ai mis de l'argent de côté et tout qui me permet de tenir, je me dis non, mais pendant 6 mois, je rentre rien et tout, pas possible. Donc, je pense que ce que j'aurais fait, c'est de créer une micro en Ok. parallèle de mon job de salarié, peut-être de demander un 80% ou de demander un aménagement de mon temps de travail pour commencer à démarrer une activité et pour commencer à faire du chiffre. Pour toi, faire un truc de bah, mon salaire descend un peu et l'entrepreneuriat monte un peu, deux courbes qui se croisent pour sécuriser le truc. Moi, je suis pas. Comment? Une transition douce. Une transition douce, ouais, je suis pas trop pour brûler les bateaux, c'est pas trop peut-être pas trop mon truc. Après, il y en a qui ont vraiment marre de leur job et qui disent: «Ah c'est bon, je quitte mon job et tout». En sachant que en plus, tu peux aussi, il me semble, même si tu démissionnes, redemander, à réexaminer tes droits au chômage, je crois 3 mois après ou un truc comme ça. Donc tu peux aussi faire ça. Tu peux aussi peut-être, prendre, une boîte de portage salarial qui t'aide aussi à monter ta boîte. C'est aussi pas faire les trucs tout seul. Tu peux aussi être prestat et bosser pour une boîte de prestat qui te place, mais du coup, tu es à ton compte. Donc il y a plein de solutions, intermédiaires en fonction de ton appétence au risque financier, tu vois? Hmm. Ok. Merci pour ces précieux conseils. Et j'ai envie de dire, en fait, l'univers t'a envoyé un licenciement. Je pense que ça a été un beau cadeau pour toi. J'ai encore du mal à lui dire merci parce que c'est un gros mais n'empêche que ouais, il y a des jours, je me force, tu sais, je me force à dire merci de m'avoir licencié, merci. Bien. Et je vais finir par une dernière question dans ce podcast Ose l'entrepreneuriat. C'est une question qui va un petit peu t'embêter, je pense, au vu de tout ce que tu viens de me raconter sur ton profil d'intégrateur plutôt que de visionnaire, puisque cette question concerne la vision. Ce que j'aime bien savoir, les entrepreneurs que j'ai en face de moi, qu'est-ce qu'ils ont dans la tête pour l'avenir? C'est quoi, selon toi, ta vision peut-être de ta société ou de ta vie suite à tout ce que tu viens de nous expliquer sur l'entrepreneuriat? Ok. Alors c'est marrant parce que ça, j'allais spontanément répondre en disant oui, oh, tu sais, moi, j'ai pas de grandes ambitions et tout machin. Je dis oh, cocotte, t'es en train de te dévaloriser là. Donc, on va le tourner dans l'autre sens. Si, moi, j'ai une très grande ambition, c'est de travailler moins. Ok, trop bien. Voilà, tout simplement. Donc, du coup, j'ai passé tout le côté 60-70 heures par semaine, gros salaire, machin, tout ça, à la trentaine. Bon, voilà, j'ai passé tout ça. Euh, Aujourd'hui, mon ambition principale, c'est d'être heureuse au quotidien. C'est de faire ce que j'aime et c'est de vraiment être libre de pouvoir faire ce que je veux quand je veux. Alors, quand on te dit ça, tu as tout dit et tu rien dit parce que ça dépend tellement des gens, ce qu'ils veulent faire, tu vois. Mais moi, dans mon idée, c'est d'avoir plusieurs business qui me nourrissent et qui m'épanouissent et qui me permettent, pardon, d'avoir possibilité de, par exemple, ça c'est un de mes trucs, j'aimerais bien travailler que le matin. D'ailleurs, avec le Canada, c'est à peu près ce que je suis en train de faire, avec le décalage horaire. Donc j'aimerais, mon idéal, c'est de travailler que le matin, de travailler sur des business qui m'éclatent, de pas faire beaucoup d'heures par semaine et d'avoir bien sûr quand même quelque chose de rémunérateur, de bien gagner ma vie. Et encore une fois, bien gagner ma vie, c'est
gagner suffisamment d'argent pour répondre à mes besoins qui sont quand même relativement simples, de bien sûr, me nourrir et me loger et de faire, les activités que j'ai envie, de pouvoir voyager, voilà. J'ai une vie qui est quand même relativement simple. J'ai un gros budget enfin, j'avais un gros budget voyage. Maintenant que je vis à Montréal, je vais pas trop bouger. Quoique si, Si, quand on a même. on a des petits projets là, on a des petits billets d'avion qui vont arriver déjà, tu vois? Mais voilà, donc mon ambition, c'est ça, c'est d'avoir une vie équilibrée, entre le pro et le perso et que en fait, mes business soient au service de ma vie personnelle et pas l'inverse, bien sûr. Et idem pour l'immobilier, tu vois? L'immobilier, aujourd'hui, j'ai un patrimoine qui me génère du cash flow, donc qui me génère des revenus complémentaires, qui aujourd'hui me paye, en fait, ici au Canada, mon hébergement et ma nourriture. En gros, je pourrais quasiment ne pas bosser, en fait. J'ai jamais fait trop les calculs, mais on serait à peu près bon. Sauf que je me ferais chier comme un rat mort, en fait. Donc du coup, ben, voilà, il y a ce côté-là et que ça me nourrisse, que ça m'éclate, en fait. Voilà. Ok. Super intéressant. J'aime beaucoup entendre cette vision qui fait du bien, qui ramène les pieds sur terre. Parce que c'est vrai, quand tu te nourris, comment dire, des ambitions d'autres entrepreneurs, parfois tu te rends compte que ça, comment dire, que les ambitions sont grandes, dépassent les nuages et la galaxie entière. Et par contre, t'en oublies la vie de famille, t'en oublies les moments pour toi. Et puis, à quoi bon le chiffre d'affaires et la rémunération plus. Voilà. Le toujours plus, moi j'y suis depuis un moment, enfin tu le sais, hein, puisqu'on a des discussions là-dessus. Et c'est rigolo, tu vois, on en parlait hier soir. J'ai eu une année très très chargée. On a acheté un appart en courte durée qui n'était pas prévu. On a bien sûr, j'ai le développement de mes deux sociétés. On s'est mariés, on a vidé la maison, on a le projet d'expatriation, enfin, il y avait beaucoup. Et là, hier soir, tu vois, à 20h30, j'avais un peu le cerveau un peu vide et je disais, putain, j'ai l'impression que j'oublie des trucs, mais en fait, non, c'est juste qu'il y a moins de choses et j'aspire un peu à cette décroissance. Je dis pas que dans quelques temps, ça va peut-être remonter, tu vois, mais d'être OK avec des vagues, de montée, de descente. Et c'est bien aussi de pouvoir un peu souffler, lever le pied et laisser la place à l'ennui. Parce que l'ennui, il est hyper créatif et que peut-être que dans quelques mois, je vais repartir sur autre chose. Mais voilà, donc c'est pour ça que je disais, je pense que ouais, j'ai une grande ambition qui est juste de pas trop bosser Hmm. et vraiment de kiffer ma vie à côté, quoi. Ok. Est-ce que tu es d'accord pour que je mette ça en titre du podcast? J'ai une Oui, grande ambition, c'est de pas trop bosser. ouais, ouais, carrément, ouais. Mais C'est oui, parce que un bon titre. je pense que enfin, pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, j'étais une très grosse bosseuse. J'ai fait- Carrément. j'ai frôlé le burn-out. Mais vraiment, quand je dis frôler, c'est que j'étais en réunion, je vais te dire ça, en 2010, il y a 15 ans, et en plein milieu de la réunion, je trouvais plus mes mots. Les neurones, ils voulaient plus, tu vois, et j'étais saturée complet. Donc, j'ai connu tout ça et je sais ce que je ne veux plus. C'est ça aussi quand tu passes par là, tu sais ce que tu ne veux plus. Et la vie est très courte. Et tous les jours, il y a des choses qui se passent qui te le rappellent et que c'est maintenant qu'il faut en profiter et pas dans 10 ans, pas dans 20 ans et surtout pas à la retraite. Pitié, pitié, pitié. Arrêtez de croire que vous allez avoir une retraite et que c'est là où vous allez vivre. Quand vous aurez 65 balais, le physique ne suivra plus, enfin beaucoup moins enfin, à mon âge ou ton âge, on n'a pas tout à fait le même âge, mais voilà, donc c'est maintenant qu'il faut en profiter. Je pense que ce sera vraiment le point final de cette interview. C'est maintenant qu'il faut en profiter. Donc, j'ai envie de te remercier. Avant, j'aimerais que les gens puissent te retrouver parce que tu es présente sur les réseaux sociaux. Et puis, vu que la communication, c'est ton truc, c'est ce que tu m'as dit, hein, que tu voulais Exactement. développer tout ça. Alors, où est-ce qu'on te retrouve si on a envie de bosser avec toi? Et ben, on retrouve sur Instagram. Ouais, Mon profil Instagram, c'est corinne.bontemps, tout simplement. Et puis c'est tout. c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Ok, eh ben super. Bah, merci en tout cas pour tous ces échanges. C'était très riche. Merci Euh, à toi. Et donc, si vous avez des questions sur la structuration de votre business, que vous sentez que vous êtes la tête dans l'eau, bah, allez-y.
Je peux en témoigner, j'en profite, hein, Coco m'aide tous les jours, dans le développement de la société Investir comme elle et évidemment, ça a une répercussion sur tous les autres business, puisque quand tu as des méthodes, bah, tu les appliques sur tous les business, donc forcément ça fonctionne. Voilà, donc bah, écoutez, merci de votre écoute et merci à toi Coco et à très vite. Merci beaucoup. Ciao, ciao.